actuel, présenté comme étant un ex de Ahmed Bakayoko. Il y a également à côté les services américains, la représentation diplomatique des États-Unis qui se serait exprimée de façon clandestine via un de ses plus hauts représentants. On a également un élément des services français qui aurait été interrogé. Alors, est-ce que ces trois piliers vous semblent suffisants aujourd'hui pour inculper ou alors pour soutenir ces accusations contre Ahmed Bakayoko? Déjà, bonjour, M. Gifondop. Très content de m'avoir invité. Bonjour aussi à ces milliards de téléspectateurs qui nous suivent. Monsieur Gifondop, les gens ne se sont pas suffisamment interrogés sur le rôle de M. Ahmed Bakayoko pendant la rébellion et pendant la période dure en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko est journaliste. Ça veut dire quoi, journaliste? Dans mon pays, le Cameroun, vous avez des gens qui ont assumé la sécession en fait ambazonienne en se couvrant du titre de journaliste. Il y a des plus grands mafieux dans ce pays qu'on appelle les journalistes. Cameroun. Au point où c'est plus devenu, comment je vais dire, un métier noble, un métier enviable. Première des choses. Deuxième des choses, on n'a pas suffisamment fait une étude sur l'origine de la citoyenneté de ceux, des combattants de la rébellion. Ils venaient d'où? Troisième des choses, M. Gifondop, l'émergence de M. Ahmed Bakayoko en 2017. Comment il émerge? C'est Guillaume Soro qui impose M. Ahmed Bakayoko, en fait, après les accords de Marcoussis. Il est ministre de la Communication. Mais il émerge après 2017, après des multiples mutineries au sein, comment je vais dire, de ce que la Côte d'Ivoire appelle une armée. Il y a eu des multiples mutineries. Que va faire le président Ouattara? Il va arbitrer uniquement au profit de M. Ahmed Bakayoko. Que demandaient ses enfants? C'est-à-dire que donc je parle de l'origine de la citoyenneté. Beaucoup dans cette rébellion venaient du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée-Conakry, du Burkina, du Mali, même du Nigeria et de la Gambie. Or, ces pays étaient des pays qui n'avaient pas de stabilité. C'est-à-dire où un certain nombre de trafics de diamants, d'êtres humains, d'enfants soldats, de drogue. Comment ça ne pouvait pas contaminer la Côte d'Ivoire? Et il fallait justement quelqu'un qui a le pouvoir politique, le pouvoir sur les hommes. Parce que pour transformer un enfant de 14 ans, 15 ans, 16 ans, à une machine à tuer sans vergogne, il faut qu'il consomme un peu de drogue. Il faut qu'il en vende. Il faut qu'on le paye même avec la drogue. La drogue, c'est une marchandise, je veux dire que dans ce que j'appelle la vie du crime, la drogue, c'est une valeur refuge. On paye en drogue. Je vous paye avec de la coke. Quitte à vous de revendre. Les narco-États fonctionnent comme ça. Donc, quand le président Ouattara va arbitrer, il fera de la Côte d'Ivoire, de Ahmed Bakayoko, le seul homme fort. Les gens n'ont pas compris qu'en 2017, pour moi, Bakayoko était déjà l'homme fort de Côte d'Ivoire. Il aurait pu faire même un coup d'État, M. Ahmed Bakayoko. Parce qu'il avait un certain nombre de soutiens. Il concentrait les services sécuritaires. Il concentrait les services militaires. Il concentrait les services secrets. Mieux, il avait des connexions à l'extérieur. Il avait des connexions à l'extérieur. À partir de là, M. Fondop, il pouvait faire une note, une fiche, même sur le Premier ministre, et le transmettre directement au président, sans passer par quelqu'un. On va faire arrêter Soul to Soul, on va isoler M. Guillaume Soro, et on va donner tous les pouvoirs à M. Ahmed Bakayoko. C'était déjà le numéro 2. Quand les mafias colombiennes, les cartels, ils regardent aussi un peu les informations, et ils regardent le monde. Et quand souvent, la situation est compliquée en Amérique du Sud, parce que Washington, il met quand même de la pression. Washington, par ses troupes spéciales, des États comme l'État officiel de Colombie, eh bien, ils se disent que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer en quelque sorte de sortir la marchandise d'ici et de la faire transiter ailleurs. Mais ces États-là, ces cartels-là, ont non seulement des moyens colossaux, mais surtout ont besoin de 2 types de contacts, M. Guy Fondop. Ils ont besoin de domestiquer les polices, les forces de sécurité d'un pays et les gestionnaires de ports. Il est difficile de faire transiter la cocaïne dans un conteneur par fret, par avion. Généralement, c'est par bateau. Troisième des choses, comment on va recycler les comzones? J'ai suivi une émission, paix à son âme, je ne prononce pas son nom, un colonel-major
On va lui expliquer que, mais comment vous êtes aussi riche? Vous avez autant de voitures de luxe. Vous savez la réponse qu'il va donner? Ben, vous savez, moi j'achète les voitures aux États-Unis, en Amérique du Sud, et puis je revends. Colonel-major, il officialisait véritablement le banditisme au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on peut être officier, appelons ça comme ça, et comment je vais dire que trafiquant. Et quand vous commandez vos voitures d'Amérique du Sud, est-ce que vous avez un registre de commerce et une entreprise légalement constituée qui peut véritablement faire des déclarations fiscales et qui peut véritablement montrer ce qu'elle gagne? Ou bien vous utilisez votre titre de colonel-major véritablement pour l'importer. Et quand on l'importe, on vous rétribue par cette position forte. Qui contrôle la voiture quand elle arrive? Qui contrôle la voiture? Dans la voiture, on ne peut pas bourrer la voiture de poudre. C'est-à-dire que j'importe ma voiture, mais dans la voiture, il ne peut pas avoir de poudre. Voilà le problème. Voilà le problème. Ça fait donc qu'on va domestiquer ceux qui vont gérer les ports. On va domestiquer en quelque sorte ceux qui vont gérer la police. Sauf que dans cette enquête, il y a quelque chose qui me gêne. Elle ne parle pas suffisamment des connexions en Europe. Et vous ne pouvez pas parler de la Côte d'Ivoire sans faire en quelque sorte un parallèle avec la situation politique en France et l'avènement des hommes politiques en France. Vous avez deux personnes qui vont jouer un rôle majeur dans ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, un rôle majeur dans ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, le Premier ministre, le président Jacques Chirac et M. Nicolas Sarkozy. M. Nicolas Sarkozy va émerger en France à partir de deux trahisons. C'est-à-dire que la première trahison à Jacques Chirac pour Edouard Balladur. Or, à cette époque, Edouard Balladur décide d'aller à l'élection présidentielle. Comment M. Edouard Balladur finance sa campagne électorale? Il finance sa campagne électorale, M. Guy Fondop, à partir de détournements de deniers publics et des rétro-commissions qu'ils se partagent dans un dossier qu'ils ont avec les services secrets pakistanais. Les services secrets pakistanais, véritablement, vont se venger de cette histoire et vont assassiner deux Français. Le juge Bruguère, la France va nommer un juge dans cette histoire, le juge Bruguère, pour faire la lumière de cette histoire. Vous savez ce qu'il va vouloir faire? Il va orienter l'affaire en expliquant que c'est Al-Qaïda. Faux! Quand il prendra sa retraite, d'autres juges d'instruction vont venir sur l'affaire. Il est démontré aujourd'hui. D'ailleurs, M. Edouard Balladur a été mis en examen dans cette affaire, il sera jugé. M. Nicolas Bazir, qui était son directeur de cabinet, a été mis en examen dans cette affaire. Voilà. Et M. Nicolas Sarkozy était le ministre du budget. Et M. Nicolas Edouard Balladur était son parrain. Quand on évolue dans une histoire comme ça, on est vertueux. Il va revenir aux affaires comme ministre de l'Intérieur parce que Jacques Chirac lui-même, englué dans les affaires de la mairie de Paris, affaibli sur le plan politique, va décider de refaire appel à M. Nicolas Sarkozy. M. Nicolas Sarkozy va jouer sur son compte. Il va entretenir ses réseaux. Il va recruter. Et la personne fondamentale qu'il recrute, en quelque sorte pour gérer la crapulerie en Afrique, c'est M. Bourgi. Il recrute M. Bourgi. Parce que M. De Villepin explique à M. Bourgi, excusez-moi, je ne peux pas travailler avec vous. Voilà comment M. Bourgi va être un agent de liaison de ces affaires. Donc quand vous parlez, vous voyez l'avènement de comment je vais dire que des choses, comment elles ont évolué sur le plan politique en France. Vous faites un parallèle avec la Côte d'Ivoire, vous comprenez comment on a pu parrainer ces gens. Dernière des choses, en France, vous avez ce qu'on appelle les capitaines d'industrie. Je vais vous donner le nom d'un capitaine d'industrie. Monsieur Bernard Arnault, directeur général de LVMH. Première fortune de France. Première fortune de France. Parce que, sauf que ce monsieur-là doit cette fortune grâce à l'État. Grâce à l'État qui décide en fait d'arbitrer en sa faveur pour récupérer une entreprise, 3 entreprises publiques. C'est-à-dire qu'un grand groupe, c'est-à-dire Conforama, Carrefour et en fait un certain nombre Dior, on arbitre en sa faveur. Mais ces grands capitaines d'industrie sont aussi les détenteurs de grands quotidiens de beaucoup d'influence en Europe. Ce sont aussi ceux qui vont véritablement mettre M. Nicolas Sarkozy aux affaires. Et ils sont en connexion avec, en Côte d'Ivoire, un lobby dont on ne parle pas beaucoup. Le lobby qu'on appelle les Franco-Libanais. Rien qu'en Côte d'Ivoire,
C'est 40% du chiffre d'affaires en Côte d'Ivoire détenu par les Franco-Libanais qui généralement travaillent en connexion avec ces grands patrons d'industrie dans une démocratie. Je prends un exemple simple. Monsieur Arnaud est propriétaire des Échos, le plus grand journal financier en France. Vous savez qui est son directeur, son sous-directeur à LVMH? C'est monsieur Nicolas Bazir qui va assumer la crapulerie de monsieur Nicolas Sarkozy. Vous ne voyez pas que c'est des gangs politiques en Europe, des gangs financiers dans des relations incestueuses qui vont pousser un type de personnage en Côte d'Ivoire qu'on va installer au pouvoir. Pourquoi fait-on un coup d'État à monsieur Gbagbo à peine 1 an, 18 mois après qu'il soit arrivé au pouvoir? C'est tout simplement parce que la gestion pour moi de 1993 et 1994 de monsieur Alassane Ouattara, M. Gbagbo commence à avoir un certain type de dossier parce qu'il va liquider la Côte d'Ivoire. Il va liquider la Côte d'Ivoire au profit de ce que je vous appelle les Français libanais, les Franco-libanais. Et à partir de là, on se rend donc compte, le président Gbagbo se rend compte 1 an et demi à peine qu'il soit arrivé au pouvoir que il faut faire partie le président Gbagbo. Et on met donc une kyrielle de personnages. Quand je vous cite donc tous ces noms que j'ai donnés, ils peuvent entretenir véritablement des gens vertueux. Je vous dirai autre chose sur M. Ahmed Bakayoko. Parce qu'au sein du RHDP, on n'admet pas que M. Bakayoko puisse conduire les troupes au sein du RHDP. Donc, vous voyez donc que l'enquête, la suite de l'enquête pour nous sera relativement intéressante sur le volet européen. Sur le volet européen. Parce qu'on se rapproche de la campagne présidentielle en France, ça va nous intéresser aussi. Et on va voir si M. Macron assume ça, si M. Macron est dans cette histoire. Mais souvent en France, ils se tiennent. C'est-à-dire que les hommes politiques en France s'assument. M. Macron est issu de la même mamelle et en fait des mêmes puissants qui ont porté M. Nicolas Sarkozy au pouvoir. Merci à vous. Alors, il faut rappeler que l'enquête de Vice Media a été menée en 2018. Les conclusions sont en train d'être publiées en 2020. Cela voudrait dire qu'il y a quand même eu 2 années qui sont passées. Alors pourquoi maintenant? Je vous retrouve à Yaoundé,